1968, au sud de l'Angleterre. Ce photographe qui nous tourne le dos, indifférent à ce qui l'entoure, c'est Bernd Becher, photographié par sa femme Illa. Tous deux se sont lancés dans une entreprise apparemment modeste, faire l'inventaire photographique d'un monde industriel en train de disparaître. Leur travail influencera plusieurs générations de photographes. 2007, New York. Une photographie est vendue aux enchères pour la somme record de 3 300 000 $. Son auteur est Andreas Gursky, un ancien élève des Becher. L'histoire de l'école de Düsseldorf se déroule entre ces deux extrêmes. La fin des années 60 marque en Europe du Nord la fin du règne du charbon et du fer. Les aciéries et les mines ferment les unes après les autres. C'est une mutation radicale d'une société et d'un paysage. Pour sauver la mémoire de ce monde en voie d'extinction, deux jeunes photographes allemands, Bernd et Illa Becher, entreprennent de photographier systématiquement les installations industrielles promises à la démolition. Ils vont passer leur vie à parcourir l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, pour accumuler des milliers de clichés, de hauts fourneaux, de chevalements, de châteaux d'eau. C'est une œuvre singulière, dépassant de loin un simple archivage. Les Becher photographient les installations à l'arrêt. Ils ne cherchent pas à montrer ce qu'elles font, mais ce qu'elles sont, des assemblages dont la forme est dictée par la seule fonction, d'une beauté d'autant plus étrange qu'elle est totalement involontaire. C'est aussi une œuvre militante. Les Becher veulent libérer la photographie de ses errements expressionnistes, revenir à une stricte objectivité documentaire. Pour saisir le réel tel quel, dans sa vérité, et non pas à travers le prisme déformant du regard du photographe, il s'impose des règles strictes. Soit un de ces châteaux d'eau qu'ils auraient pu photographier. Sont interdits les activités, l'anecdote humaine, la couleur, les effets de premier plan, les flous, les jeux de reflets et autres effets artistiques, les cadrages décentrés, les détails étranges, les compositions abstraites ou pittoresques, les focales courtes qui déforment la perspective et les cadrages penchés. L'objet doit être cadré en entier. Pour éviter toute déformation, la position de l'appareil doit être centrée à la verticale et à l'horizontale. Enfin, les photographies sont prises en hiver, par temps gris, pour éviter aussi bien le soleil et l'interférence des ombres portées que les ciels nuageux qui enjolivent l'arrière-plan au détriment de la lisibilité du sujet. Bref, il faut, par souci d'objectivité, renoncer à tout ce qui fait les délices de ce qu'on appelle alors la photographie subjective, incarnée par exemple par cette image d'Otto Steinert, où seul compte le jeu expressionniste des lignes et des contrastes. La rigueur documentaire des Becher renvoie à d'autres traditions. Celle du photographe américain Walker Evans et de ses images frontales de l'Amérique des années 30. Celle d'August Sander, le photographe de la nouvelle objectivité allemande des années 20 et de sa série d'archétypes des hommes du XXe siècle. Mais aussi celle des clichés de l'identité judiciaire, face et profil. Prenant modèle sur eux, les Becher photographient des bâtiments comme ce silo à charbon, à partir de 8 positions, séparées par des angles de 45 degrés. Assemblées en un seul tableau, ces images forment ce que les Becher appellent un développement. Dans d'autres tableaux, les Becher rassemblent des bâtiments d'un même type, comme ces châteaux d'eau épinglés côte à côte à la manière d'insectes sur la planche d'un naturaliste. Ce sont les typologies,
Les combinaisons sont infinies et l'élégance de la composition compte ici plus que la rigueur scientifique. Dès les années 60, ces typologies sont reconnues comme des œuvres d'art à part entière. À la Biennale de Venise de 1990, elles reçoivent le Grand Prix, mais dans la catégorie sculpture. En 1976, Bernd Becher est appelé à enseigner la photographie à l'école des beaux-arts de Düsseldorf. Ensemble avec Hilla, ils y formeront plusieurs générations de photographes. C'est ce groupe informel qu'on appelle l'école de Düsseldorf. Les élèves des Becher, qui malgré la diversité de leur approche, ont gardé de cet enseignement quelques traits communs. Ce sont avant tout les signes apparents de l'objectivité. La frontalité, la rectitude des lignes droites, une distance, voire une froideur à peine réchauffée par l'emploi constant de la couleur. Une photographie de la série Intérieur de Thomas Ruff. C'est aussi chez la plupart d'entre eux une prédilection pour le décor grandiose dans lequel la figure humaine ne joue qu'un rôle secondaire. Bibliothèque du monastère Saint-Gall de Candida Hofer. C'est enfin un travail systématique en très grand format. Ce tirage de PCF d'Andreas Gursky mesure 3 mètres sur 2. Produit par de nouvelles techniques mises au point par un laboratoire de Düsseldorf dans les années 80, ces tirages permettent à la photographie de concurrencer la peinture sur les murs des galeries et des musées. L'élève la plus fidèle à l'esprit des Becher et au noir et blanc est Petra Wunderlich, avec sa série sur les lieux de culte à New York. L'appareil est à bonne hauteur, le parallélisme est strict, les horizontales et les verticales sont parfaitement d'équerre. Mais les bâtiments qu'elle photographie ne sont pas isolés, comme chez les Becher. Pris dans le plan des façades, ce ne sont plus des volumes dans l'espace, mais de simples surfaces, distinguées par leur seule position centrale dans l'aplat de l'image où se heurtent détails architecturaux, tags et signes religieux. Les rues sont désertes. Aucune anecdote ne vient détourner le regard de la composition. Seuls des sacs d'ordures abandonnés sur le trottoir évoquent vaguement une présence humaine. D'autres configurations sont plus complexes. La composition devient asymétrique. Les affiches en haut de l'image accentuent l'effet d'aplat et l'étrangeté du collage. Si le Greater Bibleway Temple avait été placé bien au milieu, tout aurait été simple. Mais le hasard a voulu qu'il soit placé au bord, obligeant la photographe à décentrer toute la composition et à réintégrer l'échappée de la rue dans la profondeur, d'une façon inimaginable chez les Becher, pour que l'image du temple reprenne un peu de poids. Prague, le mémorial national sur la colline de Žižkov. Un monument des années 30 qui, à l'époque communiste, abritait les grandes cérémonies funéraires du parti. Alors que les Becher ont toujours travaillé sur la forme extérieure des bâtiments, comme si pour eux il y avait un lien entre extériorité et objectivité, Candida Hofer a entrepris d'appliquer leurs principes aux intérieurs. Le travail sur l'objet laisse place à un travail sur l'espace. La frontalité et l'absence de déformation sont ici au service de la rigueur monumentale. La construction de l'image est calquée sur celle du bâtiment et obéit strictement aux règles de la perspective. Cette belle symétrie n'est toutefois pas absolue. Quelqu'un a décalé les rangées de fauteuils. Pas de beaucoup, mais assez pour que cela soit visible. Peut-être est-ce la photographe elle-même, peut-être pas, mais elle a certainement vu et voulu
ce léger dérangement qui rend encore plus pesant l'esprit du lieu. Dans cette autre photographie de Candida Hofer, une position décentrée aurait permis de mieux donner la sensation du volume d'une salle de cours du Collegium Helveticum de Zurich. La frontalité choisie par la photographe aplatit au contraire l'espace et donne l'impression que tout se joue sur un même plan sur lequel se détachent les figures élémentaires de la géométrie, toutes blanches dans la lumière venant du dehors. Des rectangles, un triangle avec la chaise à la pointe, les cercles des lampes qui semblent flotter comme des ballons de baudruche et donnent à cette pièce dépouillée une légèreté et un charme inattendus. À l'opposé, la brutalité du contre-jour, les lampes allumées et leurs reflets accentuent l'intransigeance de l'architecture de la Maison des Arts de Bregenz, de Peter Zumthor. Le traitement de la lumière joue un rôle essentiel dans ces images, qui saisissent plus une atmosphère que la réalité objective du lieu. À tous ces espaces dépeuplés, les photographies de Thomas Struth ajoutent un nouvel ingrédient, la présence humaine. Prises sur le vif dans les grands musées, ces images sont construites sur la profondeur. Lisibles dans le moindre détail et parfaitement d'équerre, les tableaux à l'arrière-plan dominent le monde des visiteurs, désordonnés et aléatoires. L'œil suit le mouvement des spectateurs, toujours de dos, attirés par l'image. Une femme poussant son landau semble aller à la rencontre des Parisiens peints par Caillebotte, comme si leurs deux univers n'en faisaient qu'un. Au musée du Pergamon à Berlin, Struth change de stratégie. Il décentre son image pour mieux faire sentir l'espace, dont il accentue la théâtralité en le peuplant de figurants qui prennent la pose. La volonté de contrôler l'image, qui pour les Becher était une garantie de l'objectivité documentaire, aboutit à son contraire, la mise en scène. Un figurant, un pêcheur allant pêcher, placé au cordeau dans un paysage de la Ruhr par Andreas Gursky, le plus célèbre des élèves des Becher. Gursky est le photographe des extrêmes, de l'exagération du vide avec cette petite silhouette perdue sous le grand pont, ou au contraire du trop-plein. En 1993, il photographie cet immeuble à Montparnasse, une machine à habiter de 200 mètres de long sur 16 étages. Impossible de le prendre depuis la rue sans d'énormes déformations. Pour les éviter, Gursky monte sur le toit de l'immeuble d'en face. La juxtaposition de ces centaines de fenêtres, toutes identiques et toutes différentes, ressemble à une gigantesque typologie à la manière des Becher, mais une typologie qui serait faite d'une seule image. La taille du tirage d'exposition, 4 mètres sur 2, permet d'apprécier à distance la géométrie d'ensemble, puis de s'approcher et de se laisser aller au plaisir du détail. C'est la vérité du bâtiment, mais ce n'est pourtant pas celle de l'image. Celle-ci est truquée. En montant sur le toit, Gursky ne supprime que les déformations verticales. À l'horizontale, le champ de l'appareil reste trop étroit pour prendre le bâtiment de face sur toute sa longueur, obligeant Gursky à photographier séparément les deux côtés, puis à les recoller sur ordinateur.
La manipulation invisible de l'image numérique est devenue depuis une constante de son travail. Quoi de plus réaliste en apparence que cet enchevêtrement de vêtements pendus au plafond d'un vestiaire dans une mine de charbon allemande? L'image a été réalisée dans une vraie mine, avec de vrais mineurs et de vrais vêtements suspendus au plafond. Gursky les photographie à plusieurs reprises, dans différents arrangements, mais toujours à la même distance, sous le même angle et dans la même lumière. La vérité s'arrête là. L'image définitive est recréée sur ordinateur. C'est un montage des différents clichés dans lesquels Gursky prélève les vêtements qu'il veut pour combler les vides et fabriquer cette vision hyper réaliste et saturée. Comme Montparnasse, l'image est faite pour être perçue à différentes échelles. Ce n'est qu'en s'approchant qu'on découvre tout en bas des silhouettes de mineurs, des figurants photographiés eux aussi à part, cachés derrière le fin rideau des chaînes, destinés à être devinés plutôt que vus. Gursky veut toujours faire plus grand que nature. Ici, il joue du contraste entre la démesure monumentale d'un observatoire de neutrinos au Japon et les scientifiques dans leurs petits canaux. C'est encore un montage. Les personnages photographiés à part ont vu leur taille réelle réduite presque de moitié, de façon à rendre la disproportion encore plus spectaculaire, selon une recette éprouvée des peintres romantiques du XIXe siècle. Dans Cathédrale, la référence est encore plus explicite. C'est une vision romantique du Moyen-Âge, avec un petit groupe de cinéastes en guise de pèlerins, le grand tas de terre évoquant d'obscurs caveaux, et les rayons de lumière filtrés par les vitraux que Gursky a décolorés pour en accentuer la spiritualité. Mais il a supprimé bien plus que la couleur des vitraux. Voilà à quoi ressemble réellement l'intérieur de la cathédrale de Chartres, où la photographie de Gursky a été prise. Où que l'on se place, les vitraux sont partiellement masqués par les épais piliers de la nef et séparés les uns des autres par des pans de maçonnerie. Mais en quittant la nef, on découvre dans la boutique de souvenirs cet arrangement de cartes postales montrant les vitraux seuls, côte à côte. Il n'est pas interdit d'imaginer que c'est là que Gursky a eu l'idée d'effacer les piliers et la maçonnerie pour recomposer avec les seuls vitraux cette paroi aussi impressionnante qu'improbable, dont la taille est une fois de plus soulignée par des humains minuscules. La réalité n'est plus ici qu'une matière première que le photographe manipule à sa guise pour la plier à sa vision. Une autre version de 99 cents, une image plus ancienne mais qui est devenue en 2007 la photo la plus chère du monde. Inutile de préciser que les clients de ce supermarché américain sont tous des figurants, que les piliers et le plafond aux 1000 reflets ont été rajoutés et les couleurs des produits recréées sur ordinateur. Comme dans l'univers de la publicité, la réalité ici n'a plus aucun droit. À l'artiste, tous les coups sont permis, à condition que cela ne se voie pas. Thomas Ruff aime lui aussi truquer les images, mais il laisse le trucage apparent. Autoportrait, 1991. De tous les photographes de l'école de Düsseldorf, il est le seul à s'être intéressé au portrait, avec cette série commencée en 1981 et poursuivie pendant 20 ans. Des jeunes gens toujours du même âge, posant de face, sur un fond neutre,
toujours dans le même cadre et totalement inexpressif. Rien ne permet de saisir leur intériorité, l'image est tout en surface, comme une photo d'identité. Ce protocole appliqué à 189 portraits, tirés et exposés sur des formats de plus de 2 mètres de haut, est dans la droite ligne de l'enseignement des Bécher. Nourri durant son enfance de revues de vulgarisation scientifique et technique, Ruf en a gardé une curiosité de bricoleur, un intérêt pour toutes sortes de trouvailles permettant de fabriquer des images, comme cette machine à portrait robot, appelée synthétiseur de photomontage, utilisée dans les années 70 par la police allemande. Ruf en a retrouvé un exemplaire au musée de la police et l'a remis en marche. Comme la police refusait de lui prêter ses archives, il a alimenté la machine avec les portraits de sa première série qui, combinés par un système de miroirs et de lentilles, ont donné naissance à de nouvelles créatures, des visages de gens qui n'ont jamais existé. Intitulé « Autre portrait », c'est une expérience sur les contours de notre identité qui, pour Ruf, évoque aussi bien le docteur Frankenstein que les banques de sperme. En 1990, Ruf découvre encore une autre façon de voir le monde. Les images de la première guerre du Golfe, qui tournent en boucle sur toutes les chaînes de télévision, montrent des combats nocturnes filmés à travers des viseurs à infrarouge qui permettent aux soldats américains de percer l'obscurité. Ruf se procure un de ces viseurs et s'en sert pour photographier Düsseldorf de nuit. Des clichés tout simples de paysages urbains quelconques où rien ne se passe. Mais la teinte verdâtre de l'infrarouge suffit à les rendre suspects, comme les lieux d'un crime passé ou à venir. En rendant l'invisible visible, la nouvelle technologie nous transforme tous en détectives ou en voyeurs. C'est à un autre type de voyeurisme que Ruf se confronte en plongeant dans le flux d'images virtuelles qui circulent sur Internet. Dans la série appelée « Nu », il se réapproprie des photos pornographiques trouvées sur la toile en les rendant floues pour qu'elles soient plus acceptables. C'est une remise en cause du dogme de la précision documentaire que Ruf semble rendre principal responsable de l'obscénité des images. Des images dégradantes et dégradées. Car les images d'Internet ont aussi pour caractéristique d'être pauvres en informations. Dans sa série appelée JPEG, Ruf amplifie cette misère pour mieux l'exhiber en faisant apparaître les éléments constitutifs de toute image numérique, ces petits carrés monochromes qu'on appelle les pixels. C'est une nouvelle version de l'objectivité documentaire. À défaut de pouvoir capter par l'image la réalité du monde, il ne reste plus qu'à montrer la réalité de l'image elle-même. Cette réalité a cessé d'être physique. Les images ne sont plus que des arrangements d'informations susceptibles de toutes les métamorphoses, de toutes les manipulations. Pour les Bécher, la photographie était documentaire par nature. Le pacte qui la liait au réel depuis sa naissance était garanti par la technique elle-même.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La photographie y a gagné en liberté, elle y a perdu en innocence.